Vous vouliez réagir ? Non, j'ai rien à rajouter sur ce qui a été dit, si ce n'est que c'est une stratégie d'une partie de la gauche plutôt que de la gauche. Mais ça, c'était juste pour... c'était juste pour préciser ça. Mais je rejoins tout à fait. Et surtout, je suis très inquiète parce que... on l'a entendu, quand François Bayrou s'exprime, il n'a pas un seul mot pour l'urgence sociale qu'il y a dans ce pays, il n'a pas un seul mot pour l'urgence écologique, et on voit qu'à chaque fois, il donne des gages à qui ? Il donne des gages, malheureusement, à l'extrême droite, et avec un délire sur l'immigration, mais on va en parler plus tard, donc je ne vais pas trop m'appesantir dessus. Mais il faut vraiment prendre conscience que les urgences sociales, aujourd'hui, elles ne sont absolument pas sur la table. Et que, là, il parlait encore récemment, il ne voulait même pas l'augmentation du SMIC de 1%. Vous vous rendez compte ? 1%. Même ça, c'est déjà trop. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à espérer, malheureusement. Et c'est effrayant. Voilà. Pour nous, c'est pas bon. Pour nous, c'est pas bon. Ouais. Je rajouterai quand même aussi que le bilan d'Emmanuel Macron, pour moi, ça restera toujours les éborgnés. Enfin, mais parce qu'on regarde ça avec nos yeux d'humanistes. Donc forcément, pour nous, c'est ce qui nous vient en premier. Mais effectivement, là, on a un rapport aujourd'hui qui dit que pour les 40 000 ménages les plus riches, ils ont doublé leur fortune. Donc oui, pour eux, c'est une réussite. C'est et c'est aussi le signe qu'une partie, en fait, de la population a fait sécession, en réalité, avec la chose publique, donc la République, en réalité. Et c'est ça qui doit profondément nous inquiéter, parce que s'ils arrivent à faire sécession, alors il faut voir jusqu'où le poison, finalement, le venin de la division va. Et il va, bien évidemment, s'accompagner avec celui de l'extrême droite, avec celui du nationalisme, du racisme, etc. Et c'est complètement symbolique, en fait, du contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et je suis contente que tu reviennes dessus longuement, parce qu'en réalité, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer et à quel point ça doit tous nous alerter. On vit en ce moment une période où on se pose encore des questions quand on voit un salut nazi. Est-ce que c'est finalement bien un salut nazi ? C'est ça le contexte dans lequel on est. Donc on a Bayrou qui reprend... tranquillement, on va dire, le vocabulaire de l'extrême droite, mais c'est pas tout. On a aussi dans des élections de la droite, soi-disant républicaine, qui s'allie avec l'extrême droite ou avec des gens qui ont fait des saluts nazis aussi, en ce moment avec à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, et qui font alliance très tranquillement. Là, on a le même candidat, donc, qui est soutenu à la fois, par exemple, par Valérie Pécresse et à la fois par Zemmour. Ce sont les deux, donc droite extrême et extrême droite. Il y a une dédiabolisation du RN d'une certaine façon. Il y a une dédiabolisation. Et en réalité, la vraie submersion qu'on est en train de voir, c'est une submersion de ces racistes qui ne se cachent même plus et qui avancent dans tous les pans de la société. Et c'est ça qui doit nous alerter, nous faire prendre conscience du moment qu'on est en train de vivre. Et je rajouterai quand même quelque chose. Parce que s'il faut parler de submersion, il y en a une qui, elle, pour le coup, est réelle, qui, elle, pour le coup, est chiffrée, c'est la submersion écologique. Là, en ce moment, il y a des inondations. On les voit en faire des pataquès là-dessus ? Absolument pas, rien. Et pourtant, en ce moment, on a des inondations, donc à Redon, mais c'est pas les seules, hein. En Seine-et-Marne, il y en a eu plein, et à répétition, et plusieurs fois, et dans plusieurs endroits, avec des personnes qui sont obligées de quitter leur maison parce que, tout simplement, on a des endroits qui deviennent inhabitables. Et ça, on sait que 2024 a été l'année la plus chaude, mais 2025, c'est que le début. On va voir ce que ça va donner, et les années d'après. Et ça, on sait que c'est chiffré, et on sait qu'il y a un vrai problème. Et s'ils veulent parler de migration, alors qu'ils parlent de migration climatique, parce que là, on va en entendre 250 millions. On fait quoi ? Et ça, c'est un vrai sujet, pour le coup, qui, lui, est chiffré, et là, on ne les entend pas. Donc, moi, c'est ça qui m'interpelle réellement, c'est ce détournement, c'est ce dévoiement, j'ai envie de dire, des véritables urgences, tout ça pour servir un vocabulaire nationaliste, fasciste. Non, mais c'est surtout une vision totalement nationaliste et raciste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être français, c'est quoi, finalement ? Dans l'idéal, dans ce qu'on comprend, ça serait pour Bayrou, et pour les racistes d'une manière générale, être blanc, parler français, etc. Mais c'est pas ça, être français. Enfin, c'est ça, en fait, qu'il faut expliquer. Être français, c'est adhérer aujourd'hui au projet collectif qui est notamment issu de la Révolution française et qui donne liberté, égalité, fraternité. C'est ça, être français. Est-ce que c'est avoir la peau de couleur blanche ? Non. On voit bien que en Guadeloupe, en Guyane et ailleurs, et puis même en France d'ailleurs, métropolitaine, non, il y a pas. Ce n'est pas une couleur de peau. Ce n'est pas non plus la langue.
Le français est parlé bien au-delà des frontières du pays. Donc, ce n'est pas non plus la langue, ce n'est pas le fait de parler français qui fait de nous des Français. Donc, c'est quoi, finalement ? Eh bien, c'est justement le fait qu'on se reconnaisse dans ce que le pays porte comme principe, la Déclaration des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, la République. Ça, ce sont des choses qui nous portent et qui fait qu'ensemble, collectivement, on porte un projet commun, on fait société et on avance ensemble. C'est ça, être français. Eh bien, si eux, ce n'est pas leur définition, eh bien, ces gens-là sont inquiétants. Faut quand même remettre qui est Bernard Arnault, parce que je crois qu'on dit c'est la plus grande fortune, il a 190 milliards de richesses, et on arrive à des chiffres qui sont tellement grands qu'en réalité, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire 190 milliards. Alors j'ai fait un petit calcul. C'est comme si, entre 2012, donc il avait 40 milliards en 2012, aujourd'hui il en a à peu près 190, c'est comme si tous les jours, depuis 2012, sa fortune avait augmenté de 34 millions par jour. Alors, imaginez, vous, votre fortune, elle augmente de 34 millions par jour. C'est complètement dingue, depuis 2012. Donc c'est ça, en fait. Et c'est lui qui vient pleurer en disant « Oh là là, c'est pas possible, on ne peut pas non plus nous taxer ». Il faut comprendre que dans l'intervention de Bernard Arnault, il n'y a rien qui va. À la fois dans la méthode, mais aussi dans le fond. Dans la méthode, parce qu'on comprend clairement qu'il fait sécession, c'est-à-dire qu'il ne va pas se respecter le verdict démocratique si on lui empêche, enfin si on lui dit « non, tu vas être imposé, mon gars », il va dire « non, nous, on va s'arranger autrement ». C'est ce qu'il dit. Il dit « je vais agir tranquillement ». Mais ça veut dire quoi, ça ? Mais c'est les voyous qui agissent comme ça, qui font par derrière, et qui... Donc déjà, la méthode pose problème. Mais j'ai envie de dire aussi le fond. Tu es passé vite sur les aides qu'il a reçues. Alors effectivement, on entend bien le CICE derrière, etc. Mais il faut comprendre que même l'histoire, en fait, on retrouve à quel point il a été subventionné dès le départ par l'État français. Dès le départ, quand Bernard Arnault commence à acquérir Boussac, parce qu'avant LVMH, l'entreprise s'appelait Boussac, eh bien l'État met 2 fois plus que lui pour l'acquisition de Boussac. Donc ça, déjà, premier gros chèque de l'État. L'État, c'est nous, hein. D'accord ? Donc déjà, c'est nous qui payons 2 fois plus. Mais même l'entreprise Boussac, elle aussi a eu sa richesse qui a été aussi subventionnée par l'État. Et donc ça, il fallait remonter encore un peu plus loin. C'est plutôt à l'issue de la Première Guerre mondiale où, en fait, l'État, pour subventionner les entreprises qui avaient eu des grandes pertes, notamment dans l'Est, eh bien, avaient leurs usines mises à neuf, etc. Et même l'État avait racheté leur stock, puisqu'à l'époque, Boussac avait eu le marché des toiles d'avion pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, vraiment, on revient, on fait un petit trait historique. Je suis sûre que ça te passionne. Et donc... Même là, il faut vraiment remonter à voir à quel point, en fait, ils sont engraissés par l'argent public. Et donc, les richesses qu'il y a, c'est pas de son travail dont il vit. La vraie richesse, et ça, il faut le redire et le redire, mais la vraie richesse de l'entreprise LVMH, ce sont ses travailleurs. Ça vient de là. Et qu'à la base, eh bien, c'est aussi notre richesse à nous, puisque c'est nous qui avons acquis finalement toutes ces entreprises, que ce soit Boussac et puis après LVMH. Et donc, je crois qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et si derrière, il faut faire des propositions, parce que notre rôle, c'est aussi ça, c'est de faire des propositions politiques, eh bien, c'est de dire, faisons comme aux États-Unis. Tu veux partir, mais vas-y, pars. Mais nous, on va te chercher. Parce que si tu as la nationalité française, et ça, c'est ce que font les Américains, enfin les États-Unis d'Amérique, eh bien, où qu'on soit sur cette planète, eh bien, ils payent leurs impôts. Eh bien, ça sera la même chose. Et c'est bien pour ça que ces gens-là font tout, absolument tout, pour faire en sorte qu'on passe pour des méchants fous furieux, ce qu'ils appellent les termes islamo-gauchistes, qui fait un peu penser à judéo-bolchevique de l'époque. Mais bon, bref, passons. Eh bien, c'est parce qu'ils savent très bien que nous, on ira jusqu'au bout. Et que nous, on ne balancera pas des phrases creuses avec « mon ennemi, c'est la finance », parce que nous, on ira jusqu'au bout. Et on ira les chercher jusqu'aux portes de l'enfer s'il le faut. Voilà. Mais en fait, c'est déjà arrivé en France. Enfin, je suis désolée, mais là encore, on va reconvoquer l'histoire. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut quand même rappeler que dans la collaboration, il y avait énormément de dirigeants d'entreprise. Tout le patronat français. Mais, voilà, alors... Quasiment. Voilà, quasiment, parce qu'il faut être juste. Mais oui, on peut citer Renault, parce que c'est l'exemple le plus emblématique, mais c'est pas le seul. L'Oréal, L'Oréal, super collabo aussi. Et puis, collaborateur idéologique. C'est-à-dire qu'on avait dans un rassemblement qui s'appelait La Cagoule, donc un organisme fasciste, clairement, où il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui y participaient et qui adhéraient aux idées.
et donc qui avaient un intérêt à la fois personnel, parce que pour leur fortune, mais aussi idéologique, et les deux allaient très bien ensemble. Ils étaient complètement compatibles l'un avec l'autre. Et même ça a été, je cite une anecdote parce que, pour pas parler que de Renault et de L'Oréal, mais il y a aussi, je pourrais citer Perrier, je pourrais citer Berlier aussi, qui était une entreprise de camions. Alors eux, c'est une petite anecdote, ils étaient donc situés à Lyon, donc absolument pas en zone occupée, hein, c'était en zone libre, mais ils collaboraient très bien et ils passaient les bons de commande avec les nazis. Et pendant la période du STO, il fallait que les entreprises envoient des listes, notamment de travailleurs, pour pouvoir les envoyer en Allemagne. Berlier, il a confondu, comme liste du STO, il a envoyé qui ? Il a envoyé la liste des syndicalistes CGT. Voilà, c'était... Donc il y avait vraiment une osmose, j'ai envie de dire, entre l'idéologie nationaliste, fasciste, et l'idéologie patronale telle qu'on l'entend. Donc j'ai envie de dire, pas besoin de regarder aux États-Unis, regardons notre propre histoire et analysons-la parce qu'elle devrait nous donner des leçons pour aujourd'hui. Et puis surtout, c'est pas la première fois qu'en fait que Bernard Arnault s'adonne à ce chantage. La dernière fois, il avait aussi menacé de prendre la nationalité belge. Et résultat, il est resté et sa fortune a augmenté. Voilà. Je crois qu'à ce moment-là, tout est dit. Vous voulez ajouter quelque chose avant de conclure ? Non, juste leur dire que... pour donner quand même une note d'espoir, c'est que là-dedans, il y a quand même une alternative. Et c'est bien pour ça qu'ils font tout et ils sont tous en train de taper uniquement sur la véritable alternative qui est l'alternative qu'on a portée et qui a, rappelons quand même, parce que ça fait toujours du bien, mais qui a remporté les dernières élections législatives et à qui on refuse de confier justement la gestion d'un gouvernement. Donc il faut vraiment tout lier parce que tous les sujets qu'on a vus jusque-là sont liés les uns entre les autres et il faut comprendre dans quel contexte, dans quelle direction ils veulent nous amener et vers laquelle il nous faut résister.